Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Jardin d'automne, le podcast où on prend le temps de semer des idées pour qu'elles puissent se développer. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, nouvelle semaine, nouveau format. Cette semaine j'accueille au micro du podcast un invité que j'interviewe sur son parcours. Et je me suis dit mais c'est ça que je veux faire en fait, c'est vraiment du cinéma, je veux transmettre des émotions. Comment il est devenu passionné par le cinéma, les choix qu'il a pu faire, l'art du culot pour arriver là où il en est. Le plus important, c'est pas de dire à quel moment on va y aller, c'est de dire qu'on va y aller. Alors si toi aussi tu as une passion et que tu ne sais pas si tu dois la suivre ou simplement si tu souhaites être inspiré par quelqu'un qui a décidé de poursuivre la sienne, je t'invite à rejoindre ma discussion avec Cyprien. Aujourd'hui j'accueille au micro de Jardin d'automne Cyprien Klein qui vient de Reims. Cyp, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour déjà, alors moi c'est Cyprien Klein, comme tu as pu le dire, j'ai 21 ans et je suis actuellement en études dans l'audiovisuel, donc au BTS Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Reims. Si j'accueille Cyp aujourd'hui, c'est pour parler d'un thème qui touche, je pense, beaucoup de jeunes, le fait de se poser la question de savoir si on suit ses envies, sa passion, son hobby, est-ce qu'on en fait un métier, est-ce qu'on se lance dans des études plus traditionnelles. Donc je voulais te demander, à quel moment tu commences à t'intéresser au cinéma ? Alors j'ai toujours commencé à m'intéresser au cinéma, c'est-à-dire que mes parents m'ont toujours baigné un peu dans ce milieu-là. Je voyais très souvent des films au cinéma. Je crois que l'un de mes premiers films c'était Ratatouille en 2008. Enfin c'était mon premier souvenir de cinéma, après il y avait tout plein d'autres films, c'était plus des films d'animation. Mais j'ai toujours bien aimé ce milieu-là. Et à un moment j'ai eu un souci au niveau des yeux. Et on est allé voir une dame qui gère un petit peu tout ça. Elle a dit mais faudrait lui acheter une 3DS pour réguler un petit peu ses yeux parce que je louchais un petit peu. Et mes parents m'ont acheté une 3DS pour mon anniversaire. Et à partir de là, parce qu'il y a un petit mode vidéo sur la 3DS, j'ai commencé à faire des vidéos et ça a suivi. Et j'allais voir de plus en plus de films, je regardais sur mon ordinateur. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire en fait, c'est vraiment du cinéma, je veux transmettre des émotions, je veux faire ça avec mes amis. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Est-ce que petit, tu voulais faire un métier style je vais être pompier, astronaute, ou est-ce que tu avais une idée de métier et puis au final tu t'es rendu compte que non, ta passion prenait le dessus ? Ouais, alors de base je voulais faire vétérinaire, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des études scientifiques à faire, et vu que j'ai commencé à être très mauvais en maths dès le CE1, CE2, j'ai fait on va peut-être partir avec quelque chose de plus artistique et plus abordable pour moi. Ouais. Est-ce que tu as un moment où tu te souviens vraiment, où tu te dis genre, en fait c'est ça que je veux faire quand je suis plus grand ? T'as un petit moment précis où t'as un souvenir de quelque chose où tu te dis, mais en fait c'est bon quoi, je sais que Ouais. c'est ça. J'ai commencé à faire un concours qui s'appelle le Festival Turbofilm. Mhm. Et la première fois que je l'ai fait, donc la toute première édition, j'avais ramené des amis à moi, j'avais ramené de la famille. Et en fait, le tournage était plutôt bien passé. Alors j'avais un petit côté tyrannique quand j'étais plus gosse, donc c'était vraiment mon premier tournage, donc je voulais que tout soit parfait. T'avais Et ça quel l'était pas. âge ? J'avais 13 ans. Enfin 12-13 ans, ouais. Et du coup, j'ai commencé à faire ce petit concours-là. Et vu que j'avais ramené tout le monde, qu'on s'était bien amusé et que en fait je voyais que c'était vraiment un métier de passionné et que moi ça me plaisait, c'est-à-dire que j'avais pas l'impression de forcément travailler, enfin c'est pas vraiment travailler à ce moment-là, mais de faire les choses comme ça, c'était pas embêtant. Et je me suis dit mais je veux faire ça de ma vie, si c'est comme ça tout le temps, moi je vais faire ça sur 20, 30, 40 ans et je serai jamais embêté. Tu te sentais à ta place, à 13 ans, au milieu d'équipes de tournage, d'adultes, de gens plus pros ? En soi, je n'y faisais pas forcément attention. C'est-à-dire que moi, j'étais dans mon truc à moi, j'étais avec mes amis, on faisait pas forcément attention, on regardait pas ce que les autres faisaient. Enfin, on le voyait à un moment, au moment des diffusions de films, mais au moment où on le faisait, nous, on était à notre place parce qu'on était entre nous et c'était le meilleur endroit pour se réunir. Je sais que tes parents, ta sœur, enfin, t'as beaucoup de tes proches qui jouent dans ce que tu fais, qui te soutiennent. Ça s'est passé comment à ce niveau-là ? Est-ce que tes parents t'ont tout de suite soutenu ou est-ce vous avez des discussions où ils te conseillaient peut-être plutôt d'être plus terre à terre ? Comment ça s'est passé ? Non, ils m'ont jamais conseillé d'être plus terre à terre. Ils ont toujours été très bienveillants par rapport à ce que moi je voulais faire. C'est-à-dire que j'ai toujours dit que je voulais être réalisateur, que je voulais travailler dans le cinéma. Enfin, j'ai commencé à le dire vers 8-9 ans. Donc, c'est l'âge auquel on se construit le plus. Et à partir du moment où on commence à évoluer comme ça et à pas lâcher l'affaire, même au collège, au lycée, j'ai toujours voulu faire ça. Mes parents, ils ont fait, s'il est passionné, s'il a envie de réussir, et vu que moi j'ai toujours eu envie de réussir, ils se sont dit,
voilà, on va l'aider à poursuivre un peu ses rêves et ils ont fait le nécessaire pour. Pour l'instant, ils ont très très bien travaillé là-dessus, il n'y a pas de souci, hein. Et c'est des très bons acteurs. Enfin, c'est devenu des très bons acteurs grâce au temps et aux différents courts-métrages, ouais. Et si t'avais pas soutenu, tu penses que t'aurais fait comment? J'aurais fait autrement, mais je pense que ça aurait été plus compliqué. C'est-à-dire que déjà, j'aurais pas pu me payer forcément une école, enfin un BTS pour avoir mon Hmm. diplôme que je vais pas tarder à avoir. Au collège, j'aurais peut-être eu moins de soutien et c'est surtout à ce moment-là où justement, comme je l'ai dit, on évolue. Et s'il n'y a pas de nos parents pour nous aider à suivre ça, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais j'avais des amis qui étaient aussi très proches de moi et qui me suivaient vraiment très, très fortement. Donc en soi, j'aurais pu continuer grâce à eux et ça aurait peut-être été un peu différent, mais je pense que sans mes parents, ça aurait été une toute autre histoire et je pense que ça aurait mis bien plus de temps que ça n'en met maintenant, quoi. Mhm. Tu me parles du collège, du lycée, t'étais quel genre d'élève? Comment tu fais pour allier une passion qui prend autant de temps? Parce qu'on ne se rend pas compte, mais derrière une vidéo parfois de 2 minutes, il y a des heures de tournage, de montage, des répétitions, des prises de son. Comment t'as fait pour grandir, même maintenant avec tes études, pour évoluer avec deux mondes en parallèle? Bah, alors au collège et au lycée, j'avais pas forcément beaucoup de tournages, ça me prenait pas tant de temps que ça. Au collège, c'est-à-dire que je faisais un court-métrage par an, à la rigueur, ouais, deux, mais pas plus. Donc vraiment, ça prenait pas trop de temps, j'avais mes études à côté, enfin, j'étais un collégien classique, hein, c'est-à-dire que j'étais timide, enfin, on me voyait pas trop, quoi, j'étais un peu reclus, j'étais avec mes potes et c'était très bien comme ça. Et au lycée, vu que j'ai intégré une option cinéma audiovisuel, là, il y avait plus de tournages, c'était un ou deux tournages par an, mais plus sérieux, plus professionnel. Donc, vu que c'était intégré dans les cours, c'était pas forcément compliqué d'allier les deux parce que bah, justement, c'est un lien en fait avec les cours. C'était après, pendant les études supérieures, où justement, là, je faisais beaucoup plus de courts-métrages pour moi. Et du coup, enfin, allier les deux, c'est toujours très compliqué parce que ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que le scénario, on y pense constamment. Enfin, si les gens sont comme moi et qui pensent beaucoup, tu y penses la nuit, tu dors pas forcément beaucoup. Des fois, tu te réveilles, tu dis, attends, faut que je note ça. Après, tu as les tournages qui prennent des fois des semaines. Le montage, c'est pareil. Et justement, on fait Hmm. ça sur les heures bah, libres, le temps libre que les gens ont de base pour se reposer. Moi, je prends pour faire mes films. Et est-ce que tu as déjà pensé à arrêter tes études? Parce qu'après le bac, du coup, tu t'es lancé dans un BTS. Donc, pour ceux qui nous écoutent, je pense que la majorité vient de Belgique comme moi. Mais Sib vient de France, donc il a eu son bac. Et après ton bac, tu peux nous expliquer un peu les choix que tu fais? Alors j'ai fait une année de licence art de la scène et ça m'a pas du tout plu parce que c'était trop théorique, il n'y avait pas assez de pratique. Moi j'aimais pas trop parce que toute la théorie qu'on avait déjà apprise au lycée, elle revenait sur cette première année, ça me plaisait pas du tout. Donc j'ai quitté cette année-là, enfin j'ai validé ma licence mais je l'ai quitté juste après. Et après je suis allé en prépa pour justement après intégrer le BTS. Et après le BTS, du coup, j'ai fait mes 2 années. Et là, je vais bientôt, enfin, j'espère finir diplômé. Mais ouais, j'ai fait 4 ans un peu aléatoire. Mais bon, on s'en sort plutôt bien au final. Donc c'était juste histoire de se trouver un peu. Et tu t'es pas dit à un moment donné, c'est trop difficile d'allier les deux, je lâche. Non, parce que j'ai toujours, enfin justement, c'est tout le temps libre que je pouvais avoir, je le prends et je continue mes études à côté, il n'y a pas de souci. Et en fait, c'était plus dans cet aspect. Enfin, j'avais envie d'abandonner un moment quand j'étais en licence parce que ça me plaisait Mhm. plus du tout les études. Mais c'était vraiment parce que les études me plaisaient pas parce que c'était compliqué de les lier avec les films que je faisais à côté parce que c'était des petits courts-métrages, ça me prenait pas forcément trop de temps. C'est que maintenant, là, depuis un an ou deux, où c'est beaucoup plus compliqué donc de vraiment allier les deux parce que les tournages sont plus longs, je fais en sorte de faire des trucs un peu plus grands. Donc là, c'est sûr que c'est plus compliqué, mais à l'époque, c'était juste les études qui m'énervaient un peu plus qu'autre chose, quoi. En plus d'être réalisateur, bah, t'écris, tu passes de l'autre côté de la caméra, c'est toi qui montes, c'est toi qui fais pas mal d'arrangements. C'est quoi la chose que tu préfères le plus? Ça reste la réalisation, ça a toujours été le premier truc que j'ai fait, c'était la réal. Mais dans l'ensemble, en fait, tout est un lien. Donc je pars du principe que si je fais quelque chose, bah faut que je le fasse en entier. Donc c'est pour ça que j'aime bien tout faire. Mais et justement, moi j'apprécie un peu chaque étape.
Il y a plusieurs écritures à un film. C'est-à-dire que quand on commence le scénario, il y a cette vision première, cette base. Après, on a le tournage, on se rend compte que ça va pas forcément être comme c'était sur le scénario, comme c'était dans notre tête. Et après, il y a le montage où c'est vraiment encore différent, parce qu'on rajoute des choses, on en enlève. Mais ça n'empêche que chaque partie, je les apprécie autant l'une que l'autre. Après, moi, j'aime vraiment beaucoup écrire, c'est ce qui me prend le plus de temps et ce que j'apprécie le plus, on va dire, parce que il n'y a pas forcément de contraintes. Je me laisse aller, je prends les choses comme elles viennent et j'écris, j'arrête pas d'écrire. Et là, ça, j'apprécie beaucoup cette liberté-là qu'on a moins en réalisation parce qu'on doit faire selon les contraintes de temps, selon les lieux, selon ce qu'on peut avoir comme budget. Donc ça reste un peu plus compliqué, même si j'apprécie beaucoup la réalisation. On peut peut-être parler d'un de tes projets. Je pense ton plus gros projet, le Mm. film Aux yeux des abysses. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a appris, cette expérience-là? Alors, appris, je sais pas si j'ai appris forcément beaucoup de choses. C'était des choses que j'avais déjà apprises dans mes années lycée, dans mes études supérieures, que j'ai justement mises dans le film. On va dire que c'était la conclusion à beaucoup d'éléments appris, beaucoup de choses que j'ai chopé un petit peu sur plein d'années, donc pour pas refaire certaines erreurs, pour essayer de m'améliorer tout le temps. Mais en soi, ouais, il fallait la rigueur. Je pense que c'est ça qui a été le plus important et où est-ce que j'ai le plus appris. En fait, en gros, c'était la rigueur, le temps, les sacrifices à faire. Quand on fait un long métrage de cette ampleur-là pour un amateur, on est obligé de passer par plein d'étapes. Donc, moi, j'avais peur des fois que le projet se fasse pas parce qu'il y avait trop de plans, c'était trop ambitieux. On a eu des soucis techniques, on se disait, mais le tournage il va s'arrêter, c'est obligatoire, ça va être compliqué. Il y avait de la fatigue et à un moment, on a dû faire un mois de pause parce qu'on était trop fatigué, toute mon équipe était fatiguée parce qu'on enchaînait des tournages tous les week-ends. Donc c'était le samedi, le dimanche, des fois en semaine quand on avait un petit peu le temps. Et à force, on était trop fatigué. Si je dois mettre vraiment quelque chose en avant, c'est qu'il faut vraiment de l'organisation. Et j'ai peut-être manqué un petit peu d'organisation, même beaucoup, hein. C'est-à-dire que je n'étais pas préparé tout le temps. Des fois, on y allait un petit peu à l'improvisation et c'était pas forcément très très conseillé. On peut y aller un petit peu à l'improvisation, c'est toujours très bien et ça donne de l'authenticité aux scènes, à ce qu'on met en avant, mais voilà, le plus important et ce que j'ai appris, c'est que vraiment il faut s'organiser et s'il n'y a pas d'organisation, c'est impossible de faire des trucs. Vous avez tourné pendant combien de temps? À peu près 8 mois. C'était une période très longue. Mais il y a le scénario qui était avant, donc le scénario j'ai commencé à l'écrire en mai. Enfin, les premières phrases, la première maquette c'était en mai. Juin, juillet, je me laisse un petit peu de temps aussi pour peaufiner tout ça. Et en août, j'écris l'entièreté du scénario. Donc ouais, en gros, on a entre mai et août l'écriture du scénario, la réalisation sur 8 mois, et après le montage sur 2-3 semaines. Donc là, on était vraiment sur une période un peu restreinte. Le montage, j'aurais dû prendre bien plus. Genre un mois ou deux, ça aurait été parfait, mais j'ai été pris un peu de court par le temps et par mes ambitions, on va dire. Tu fais comment pour financer tout ça? En étant amateur, en étudiant, comment tu fais pour avoir une équipe, pour avoir du matériel? Alors l'équipe, c'est que des amis. Donc généralement, je leur demande s'ils sont chauds pour venir sur les tournages, pour m'aider. Et vu que ça fait des années qu'on travaille ensemble, leur réponse est souvent oui. Et pour ce qui est du financement, en fait, on dépense pas forcément beaucoup d'argent. Il y a tout le matériel qu'on utilise, donc les caméras, les micros, mais ça c'est moi qui les achète ou mes parents qui m'aident aussi financièrement de ce côté-là. Mais il y a quand même pas mal de mes économies qui passent dans l'achat du matériel. Et après sur le reste, par exemple, il y a des salles qui apparaissent dans le film, par exemple un hôpital, une salle de concert, une ambulance, des trucs qui sont quand même très marqués et qui de base on se dit mais ça doit coûter une blinde à louer. Et en fait c'est juste au culot. C'est-à-dire que j'envoie des mails, je demande si on peut emprunter tel lieu pour tel temps, si c'est possible de tourner dans tel endroit. Et généralement, les gens me répondent assez positivement parce que j'expose vraiment le projet, je leur explique assez en détail ce que je veux. Et je leur précise aussi qu'il n'y aura pas de dégradation, que ça sera vraiment fait avec respect. Et généralement, les gens sont OK, sont gentils comme tout. Et quand ils savent que c'est amateur, que c'est rémois, que c'est des jeunes qui ont envie, ils se disent, bon, on va les aider comme on peut. Et en fait, on ressort à avoir rien dépensé
pour des lieux qui sont super importants dans le film. Donc finalement, ouais, tu t'en sors pas mal, t'as quand même, entre guillemets, pas mal de chance, même si c'est toi qui la provoque. Ça. Et est-ce que tu t'es déjà retrouvé frustré par rapport à un manque de moyens, à une limitation? Ouais, bah là actuellement je le suis parce que en fait j'ai une belle caméra, j'ai du beau matériel, mais j'ai envie de passer à un stade au-dessus, c'est-à-dire que j'ai fait déjà ce que je pense pouvoir faire dans le milieu amateur. Maintenant j'aimerais bien passer sur du semi-pro, voire pro, mais il faut du matériel en plus, et sauf que le matériel a un coût immense. On est sur des caméras des fois qui coûtent des milliers d'euros et après il faut les louer. Les louer ça coûte très cher aussi. Il faut une équipe qui est derrière. Donc moi j'ai ma petite équipe qui est déjà très belle, hein. J'ai vraiment des gens qui sont très, très diversifiés, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire plein de choses. Mais j'aimerais bien passer sur un autre stade, toujours avec cette même équipe, mais rajouter du monde, rajouter du professionnalisme. Actuellement, je me sens frustré par rapport à ça parce que j'aimerais bien vraiment passer à un grade supérieur, mais je pense qu'il faut quand même que je continue sur l'amateur, sur du petit, et après, je pense que je pourrais me diversifier plus facilement. Et au niveau de ton équipe, c'est pas difficile des fois de devoir justement gérer des personnes qui sont des amis? La frontière entre le pro et les personnes est pas trop dure à maintenir? Non, ça justement, c'est encore plus simple maintenant de travailler avec des amis, parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble et on se connaît par cœur. C'est-à-dire il y a des moments où on n'a même plus besoin de se parler. Donc avec mon acteur principal qui est Quentin, euh, et qui m'aide aussi des fois à la réalisation, qui m'aide à l'écriture du scénario, qui m'aide sur plein de choses. Euh, Quand je vais lui faire passer un message, des fois j'ai même pas besoin de lui dire. C'est-à-dire que il y a des moments où je dois déplacer une lumière, je dois placer la caméra à un tel angle. J'ai l'impression qu'il lit dans mon cerveau et qu'il se dit ouais ok bah attends je vais faire ça comme ça et en fait il le place avant que moi je lui demande. Donc c'est très simple et vu que j'ai de la famille aussi donc je suis avec ma soeur, avec mes parents, c'est pareil, je veux dire on a un lien qui est très fort et ça se ressent au tournage parce que c'est très agréable. En fait on sait quand rigoler, on sait quand être professionnel et il n'y a pas forcément de soucis. J'ai une amie qui m'aide à la direction de la photographie, qui est aussi ma graphiste. Au moment en fait de faire par exemple des affiches, on discute à peine une dizaine de minutes et en fait ça va tout seul. Elle fait ça très bien. J'ai une autre amie qui est Adélaïde, qui est aussi actrice, mais qui gère les acteurs, donc elle a la direction d'acteurs. Enfin, c'est trop simple, c'est-à-dire que moi je suis là, je dois positionner ma caméra, je dois positionner mes lumières, je dois discuter un petit peu avec du monde. Elle est là, elle prend les acteurs pour la scène. Donc généralement c'est Quentin ou ma soeur qui joue. Et en fait elle décrit vraiment bien ce que doit être la scène, c'est-à-dire qu'elle le ressent encore plus psychologiquement que moi, et c'est beaucoup plus facile à exprimer alors que moi je suis vraiment plus sur le naturel. Et au-delà du coup de l'équipe de tournage, au niveau de la post-prod, tu prends de l'aide, il y a des gens autour de toi, soit qui te sont recommandés, soit toi tu vas les chercher pour avoir de l'aide pour la musique, pour les images. Alors généralement pour la musique, j'ai un ami qui s'appelle Éloi, enfin c'est l'un des meilleurs amis de mon père, et c'est un musicien de talent, donc c'est-à-dire qu'il sait faire les choses très très bien, et ça fait des années que je bosse avec lui pour tous mes courts-métrages. Il a commencé à m'aider quand j'étais encore au lycée. Il savait qu'il y avait du potentiel, donc il était là, il aidait tout le temps, il a toujours aidé. Et là, par exemple, pour Aux yeux des abysses, c'est lui qui a composé la majorité des musiques du film. Pour un film de 1h20 avec presque entièrement de la musique, c'est balèze. Je veux dire, il a été très fort. On s'est vu pour faire 4-5 sessions ensemble. C'est-à-dire qu'on se voyait le soir. Moi, je lui donnais des idées, des pistes, des recommandations. Je disais peut-être telle musique, ça peut être sympa de la faire comme ça, pour telle scène. Et en fait, moi, j'avais fait déjà du montage. Et après, du coup, lui, il faisait la musique au moment où il voyait le montage fini. Donc, il y a une manière de travailler qui est super intéressante et ça fait des années qu'on travaille comme ça. Et sinon, après, on a aussi. Du coup, il y a des chanteurs et des chanteuses dans mon film. Donc, il y a Michael qui est le copain de Adélaïde qui, lui, reprend aussi ma voix pour Aux yeux des abysses. C'est-à-dire que moi, je suis pas chanteur, je chante pas forcément très bien. Et c'est lui qui me double. Donc là, ça a été en fait un échange qu'on a eu ensemble et on s'est rendu compte que ça serait bénéfique. Genre lui, ça lui apporte une sorte de projet professionnel et puis moi, ça m'aide. Je veux dire, j'ai un vrai chanteur qui chante vraiment bien et qui peut me faire des scènes parfaites. Et après, pour tout ce qui est chanteuse, j'ai une amie qui s'appelle Maria et elle, j'ai découvert sur TikTok. C'est-à-dire que je fouillais un peu sur TikTok, je voulais une chanteuse avec un petit grain, un petit côté très doux, très sympa, genre style la chanteuse Pomme. Et j'avais déjà contacté des filles, mais elles me répondaient pas ou alors elles me répondaient plus.
Et Maria, elle m'a répondu tout de suite. Elle a fait ok, bah on peut commencer à travailler, il faut juste que tu me donnes des thèmes, de la mélodie, etc. La pauvre. Par contre, c'est-à-dire que moi je voulais me faire comprendre le plus facilement possible, donc j'ai dû chanter. Il y a des moments où elle a dû écouter des vocaux où je chante, ça doit être abominable. Mais voilà, sur la partie musique, moi j'écris toutes les paroles, Éloi fait la mélodie, fait la chanson, et en fait on laisse juste à Maria le reste et elle le fait très bien, quoi. Je me souviens, j'ai lu le scénario quand tu l'as écrit, t'avais proposé une playlist pour écouter en même temps. Mm. Quand tu travailles, tu t'entoures de musique. Je mets tout le temps de la musique. En fait, pour moi, la musique, ça reste comment dire, un boost à l'imagination et ça me motive. C'est-à-dire on peut, enfin, je sais ce que je vais écrire. Je sais déjà d'avance ce que j'ai envie de mettre dans le scénario, quelle va être l'ambiance du film. Donc généralement, par exemple, pour Aux Yeux des Abysses, c'était quand même un film qui est plutôt dramatique, même s'il y a des moments un peu plus forts, un peu plus doux. Je sais que ça va être un peu dramatique. J'étais parti sur de la musique style le groupe Cigarette After Sex ou tout ça. Donc vraiment de la musique très douce où il n'y a pas forcément beaucoup de paroles. On n'est pas, le cerveau n'est pas comblé par trop d'informations. Et du coup, on peut commencer à écrire doucement. Donc il y avait ces musiques-là ou du Radiohead, par exemple. Donc on est vraiment sur de la musique très douce, très basse et on peut du coup profiter pour écrire. Mais j'ai toujours de la musique tout le temps. Même dans la vie de tous les jours, j'ai de la musique dans les oreilles approximativement trois quarts du temps. À part quand je suis avec des gens ou quand je suis en cours, mais généralement j'ai de la musique avec moi. C'est trop important, ça me permet de vraiment imaginer plein de choses, plein de situations, d'écrire des phrases des fois. Parce que en dehors de la musique, il y a aussi les paroles des chansons qui sont très importantes et ça aide. Ça aide énormément pour écrire sur des sujets divers. T'as des artistes à recommander? Moi j'ai un artiste préféré, c'est Paolo Nutini. C'est un artiste qui est trop important pour moi parce que il a créé plusieurs albums fantastiques, c'est monstrueux ce qu'il fait, cet homme est trop talentueux mais il sort bien trop peu d'albums pour ce qu'il peut faire. Son dernier album c'était il y a 10 ans je crois, il en a sorti un là récemment et j'ai dû attendre 10 ans avant de entendre sa voix. Donc il y a ce mec là, mais sinon ouais, bah, les groupes que j'ai conseillés, le chanteur Tamino. Tamino c'est un dieu vivant. En chanteuse il y a Charlotte Cardin qui est aussi, c'est une québécoise, elle est incroyable. Sinon, en termes de rappeurs français, par exemple, à texte, je pourrais recommander Scylla. Scylla, c'est trop bien aussi, il fait de la vraie bonne musique, avec des vraies bonnes paroles. C'est de la poésie pure. Le mec, il est immense, il a du charisme à foison, mais tout ce qu'il fait, c'est doux, en fait. C'est que des beaux mots bien placés. C'est un vrai technicien. T'as envie de faire rêver les gens? Rêver, j'ai pas envie de dire ça, j'ai envie qu'ils ressentent des choses. J'ai envie l'émotion qui transpire de mes films, j'ai envie que quand ils voient mes œuvres, ils se disent mais en fait je vais pleurer là dans 3 2 1 là je pleure quoi. Et moi je suis content, ça me va. C'est-à-dire que le film il a marché, c'est-à-dire que l'émotion elle est passée. Et rêver, j'ai pas forcément envie de dire ça, je pense que si je marche plus tard, si ça fonctionne bien, si mon parcours est, on va dire, est reconnu, j'aimerais bien que ça fasse rêver les gens dans le sens où bah, vous pouvez poursuivre T'as envie vos rêves, d'inspirer? ouais, inspirer plus dans ce sens-là. Mais sinon, quand je fais des films, moi, c'est plus pour transmettre des émotions, pour qu'ils se ressentent, pour que les gens rentrent dans le film et soient en lien avec les personnages. Ils se disent, bah oui, c'est quelque chose de plausible. Et par exemple, là, je vais pas tarder à écrire un scénario une relation amoureuse, sur les sentiments, sur tout ça. Et j'ai envie que les gens, en fait, ils ressentent ça au Ils maximum, quoi. s'identifient. Euh, voilà, j'ai vu pas mal de tes courts-métrages. Comme tu dis, c'est plutôt dramatique. À quand un court-métrage heureux? C'est plus difficile pour toi, tu penses, justement de faire transparaître une émotion, de faire ressentir les choses dans un thème plus joyeux que triste? En fait, comment dire, j'ai toujours dit que c'était plus facile de faire pleurer que de faire rire. Ce qui est vrai, je pense, parce que l'humour, c'est pas forcément universel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs styles d'humour différents. Alors que si un film triste et il est vraiment triste, bah, ça va vraiment faire pleurer tout le monde, quoi. Alors qu'un film joyeux, un film heureux, c'est un peu plus compliqué. Mais après, il y a une différence entre l'humour, les films drôles, les films comiques, et puis les films juste heureux, en fait. Donc en soi, à un moment, je pense que je vais en faire un parce que je pars vraiment beaucoup sur le drame. Mais là, récemment, je pars quand même sur des films, là, par exemple sur Au-dessus des abysses. La fin est heureuse quand même, malgré tout. On est sur un côté un petit peu plus joyeux,
on ressent un peu la joie, enfin j'espère, mais à un moment je vais en faire un où il y aura vraiment la majorité du film, ça sera quelque chose de beau et juste de léger en fait. Mais là actuellement je vais commencer à partir un peu plus vers cet aspect-là, mais je reste un peu sur le côté très dramatique, très triste parce que c'est ce que je maîtrise le mieux. Et quand je pense l'avoir maîtrisé au maximum, ou du moins l'avoir mieux appréhendé, ce côté très dramatique, bah, je pense pouvoir le mettre après dans mes films joyeux et ça sera bien mieux pour exprimer les choses au maximum. Donc je pense d'ici peut-être ouais, 2-3 ans, je saurai l'exprimer un petit peu mieux. Et puis même, je vais pas tarder à écrire des longs métrages et je vais mêler plein d'émotions différentes, plein de ressentis. Je pense qu'à un moment, la joie en fera partie, mais voilà, faudra le mettre de manière légère, de manière subtile et comme j'essaie de le faire, par exemple, avec le drame. Comment tu fais pour te challenger au quotidien, pour évoluer? Alors, ça, j'ai pas de réponse, tu vois, à ça. En fait, je me challenge pas forcément, c'est-à-dire que je fais toujours des concours, par exemple le festival Turbo Film ça reste un concours, j'ai fait le Nikon aussi, et j'aime bien cette adrénaline-là, de se dire est-ce que je vais avoir le prix, est-ce que je vais pas l'avoir, etc. Ça c'est un peu un challenge Tu en peux peut-être 2010. expliquer ce que c'est le turbo? Alors le festival Turbo Film c'est un festival qui prend part à Reims depuis des années, et ça consiste à créer un film en entier sur 24 heures. Donc, c'est-à-dire on découvre des contraintes le samedi à 9 heures et on a jusqu'au dimanche 9 heures pour le finir le film, l'envoyer. On doit faire le scénario, on doit faire la réalisation, on doit faire le montage et l'export, tout ça en 24 heures. Donc ça c'est un vrai challenge et ça prend part une fois par an. Donc on est toujours très préparé avec notre équipe, on sait ce qu'on va faire, on est déjà assuré. Et là par exemple, là c'est vraiment du challenge parce qu'on n'est pas sur un laps de temps qui nous permet d'être trop libre. Donc on essaie de faire les choses au mieux, de les faire de manière concrète. Et là vraiment, oui, on est sur du challenge. Après, dans la vie de tous les jours, sur d'autres films, j'essaie juste de montrer plus d'ambition quand j'écris des scénarios. Maintenant, j'ai écrit des scénarios, je me dis pas, oh, je vais pas pouvoir le faire, je le mets de côté et je change. Maintenant, j'écris des scénarios juste comme je les veux. Et après, on verra au moment du tournage, on verra si c'est possible de le faire. Et généralement, c'est possible de le faire. Faut juste avoir un petit peu de culot, quoi. Tu te poses moins des propres limites? Bah, j'essaie de moins les mettre en avant parce que si on se pose trop de limites, au bout d'un moment, on pourra pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on se restreint trop, je suis pas forcément convaincu qu'on pourra faire des films qui nous plaisent entièrement. Parce que si quand on commence à faire quelque chose qui nous plaît moins dès l'écriture, au tournage, ça va se ressentir. Et même au montage et même au résultat final, on va faire bah j'aime pas. Mais c'est normal, c'est pas ton film, c'est pas ce que t'avais en tête au début. Donc maintenant, j'essaie d'écrire des scénarios qui me plaisent de A à Z, de les écrire comme je les veux. Et à la rigueur, si je peux pas le réaliser maintenant parce qu'il y a enfin, faut mettre trop de budget, qu'il y a trop de lieux différents, ou c'est vraiment impossible, bah, c'est pas grave, je le fais dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, quand je peux le faire. Au pire, je le retouche et tout ça. Mais je pense que maintenant, aux écritures de scénario, je fais en sorte de vraiment me poser aucune limite et puis on verra après par la suite. Est-ce qu'on t'a déjà dit que tes ambitions, justement, elles étaient trop grandes, que tu n'y arriverais pas, qu'il fallait redescendre un peu? Non, pas du tout. Ça on me l'a jamais dit. Parce que j'ai toujours eu des gens qui me soutenaient, donc que ce soit mes proches, que ce soit mes amis, même des gens un petit peu externes, qui étaient toujours là à me dire, mais en fait, c'est trop bien, faut que tu continues comme ça. Et puis, en fait, ils aiment bien ce côté-là, très famille. Moi, je le fais avec mes amis, on est vraiment très, très unis et en fait, on partage tout ça ensemble. Il y a ce côté-là où c'est très humain. À partir du moment où c'est sincère, c'est honnête, c'est passionné, les gens ils vont pas te mettre un coup dans le dos et te dire ouais non t'as trop d'ambition, non. L'ambition c'est important d'en avoir et c'est ce qui te nourrit, c'est l'essence même de ce qu'on fait. Au bout d'un moment si t'as pas d'ambition, bah pourquoi tu fais les choses? Est-ce que t'as un but à atteindre? Moi c'est les Césars. Mais en fait je me suis toujours dit que j'allais aller au César à 26 ans. Avec Quentin on s'est dit L'heure tourne, hein? ouais, justement, faut qu'on s'active un petit peu. Mais on s'est dit, ouais, on ira au César à 26 ans. Mais ça, c'est encore un projet qu'on se donne. Mais voilà, il y a l'âge dedans. C'est-à-dire qu'on dit c'est 26 ans et c'est les Césars. Mais à la rigueur, s'il n'y a pas les Césars à 26 ans, bah, ça sera à 27, ça sera à 28. Et on repoussera la date, mais on ira. En fait, le plus important, c'est pas de dire à quel moment on va y aller, c'est de dire qu'on va y aller. Oui, mais c'est ce que tu dis. Même si les scénarios, tu sais pas les mettre en pratique maintenant, tu les feras plus tard, c'est Ouais, pas ça. grave.
Tu veux juste pas perdre l'envie, le projet. C'est ça, donc c'est juste de le Là, garder faut en pas tête. abandonner. C'est ça. Si je le dis à 26 ans, c'est parce que je me mets un petit coup de boost, vu que c'est dans pas très longtemps, je m'active. Mais à 26 ans, si je suis pas au César, bah, je serai encore plus proche d'y être que là je le suis actuellement. Donc le plus important, c'est juste d'avancer, de continuer à avancer, et puis de faire les choses bien et de les faire avec sincérité. C'est quoi le projet dont tu es le plus fier? Alors c'est un peu compliqué parce que on va dire que le projet dont je suis le plus fier, ça reste Au-dessus des abysses parce que c'est le plus gros, c'est celui où on a ramené le plus de monde, c'est le plus complet. Et je trouve certains plans très esthétiques, très beaux et je suis très content de ça. Après, il y a des moments où il y a du raté, il y a des choses qu'on a un peu foiré, par exemple le son. Le son a été très mal maîtrisé pendant une certaine période. En dehors des musiques, hein, je veux dire, les musiques c'est toujours très, très bon et je suis très content de ça. Mais il y a des enregistrements son qui sont pas très bons. Il y a des moments où on a fait des tournages, c'était assez tard et j'ai pas forcément fait attention à l'esthétique. Donc il y a des plans qui manquent un petit peu de saveur. Voilà, il y a plein d'erreurs, donc j'en suis fier parce que c'est un gros projet. On a mis du temps à le faire et finalement on l'a concrétisé et c'est ça le plus important. On a réussi à faire un truc beau. Mais en soi, le projet dont je suis le plus fier en termes de réalisation, c'est l'un de mes derniers qui s'appelle Sous les décombres. Et lui, en termes de réalisation, j'ai rien à redire. J'en suis très fier encore actuellement. D'habitude, je regarde mes films, mais j'aime pas les re-regarder parce que je trouve ça pas forcément très bien. Je suis trop déçu. Mais celui-là, en fait, il me dérange pas. Je le regarde avec plaisir. Je me dis, ok, on a bien réussi à faire les choses. Les acteurs sont pas trop mal. Les scènes d'action sont bien. Pour cette raison-là, Sous les décombres me plaît beaucoup. Mais Mhm. après, le film dont je suis le plus fier, c'est Au-dessus des abysses par légitimité pure, quoi. Où est-ce qu'on peut retrouver tes films, tes courts-métrages? Alors sur ma chaîne YouTube Dynastia Films, généralement on peut retrouver tous mes courts-métrages. Et pour suivre un petit peu, on va dire, l'actualité de mes courts-métrages, généralement c'est sur ma page Instagram, donc Cyprien Klein. Mais bon, je partage des trucs un peu plus privés. Mais généralement on est enfin, je partage quand même beaucoup de mes projets, beaucoup de choses que je suis en train de produire actuellement, quoi. Dynastia Film, c'est ta boîte de prod. C'est le nom de ma micro-entreprise. Je suis pas encore en boîte de prod, je suis pas encore en société parce que j'ai pas activé assez d'argent, on va dire. Mhm. Mais oui, ça deviendra à un moment ma boîte de prod, c'est évident. Mais là, actuellement, c'est juste le nom de ma micro-entreprise. Voilà. Mais ça va évoluer, c'est cool, c'est presque sûr. Donc là, tu nous dis que ton projet à long terme, ce serait les Césars. Projet à court terme. Alors, en fait, j'ai plein de petits projets de court-métrage donc, que j'ai envie de concrétiser. Actuellement, je suis en train de faire le montage du film de Quentin qui s'appelle Madness. C'est sa première réalisation. Donc, j'ai aidé un petit peu, je l'ai guidé sur ce qu'il pouvait faire et il fait les choses bien. Donc, il y a un bon scénario, ça reste cohérent. Donc, voilà, on est sur quelque chose de très sympa. Là, et donc, il y a ce projet-là. Je vais pas tarder aussi à commencer un projet sur le harcèlement. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a deux amis qui m'ont contacté, qui s'appellent Sorenza et Mathilde, qui sont venus me voir pour me demander d'écrire un scénario sur le suicide, sur la prévention au harcèlement, etc. Donc j'ai commencé à écrire le scénario, je l'ai écrit et là on va pas tarder à commencer le tournage. D'ici décembre, ouais, décembre, je vais commencer à faire un film, donc là sur les relations amoureuses, sur les sentiments, comme j'ai pu en parler tout à l'heure. Ça sera vraiment vers décembre-janvier, je pense. Tant que je finisse de l'écrire, que je finisse de le préparer. Et d'ici l'année prochaine, vu que je suis plus en études, je vais avoir un petit peu plus de temps pour moi. Déjà développer ma micro-entreprise et j'ai aussi 2 scénarios de long métrage qui vont être écrits. Donc enfin j'espère du moins qu'ils seront écrits. Et, euh, et ça se fera déjà un beau panel de choses à faire. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui éventuellement nous écoutent et qui sont un peu dans ta situation, qui ont une passion, mais qui savent pas trop si ils doivent la poursuivre, si ça vaut la peine? Ça vaut toujours la peine de poursuivre on va dire ses rêves d'une manière ou d'une autre, peu importe ce que c'est. Parce que si on fait pas les choses avec passion et si on reste enfermé dans un métier qui nous plaît pas forcément ou qui nous passionne pas, pour moi, il n'y a pas forcément d'intérêt. Peut-être que les mots sont un peu crus, mais je pense que le mieux, c'est de continuer à poursuivre ses rêves maintenant, surtout à notre âge. C'est-à-dire on n'est pas forcément trop âgé, on a le temps de faire les choses. De toute manière, on a toujours le temps de faire les choses, hein, même quand on a dépassé un certain âge. Mais je veux dire, c'est la période où on se construit le plus. Et c'est la période où on peut faire le plus de choses, donc autant les faire bien, les faire avec sincérité, avec passion, et essayer de poursuivre tout ça pour arriver au moins à toucher un petit peu du bout des doigts ce qu'on veut faire. Parce que c'est trop important, et je pense que la vie a beaucoup plus de saveur si on fait les choses avec passion, et si on va vers nos passions, justement.
Et j'ai envie de dire aussi bien s'entourer dans ce que tu Ouais. racontes. Ça joue Clairement, beaucoup. faut être entouré, c'est sûr. De sa famille, de ses amis, moi, de ma sœur, de mes parents, de mes proches. Et, enfin, c'est trop important. Moi, j'ai toujours dit, on fait les choses avec la famille. Ça fait un peu phrase de Vin Diesel dans Fast and Furious, mais c'est ça, c'est trop important, la famille. Enfin, moi, mes amis proches, maintenant, je les Mhm. considère comme ça, c'est ma petite famille de cinéma. Et les faire tout ça ensemble, c'est trop important, faut être entouré. Ça te plaît de vous voir individuellement évoluer, de pouvoir témoigner du parcours de chacun? Ah ouais, clairement. Bah en fait, je suis content d'avoir mis ma pierre à l'édifice sur la construction de l'avenir de chacun. C'est-à-dire que chacun a trouvé sa place un petit peu aussi grâce à ça. Et du coup, maintenant, tu vois les gens évoluer. Moi, mon amie Eugénie, elle a des projets incroyables qui sont en train de se développer. Elle va travailler pour des films, des franchises internationales. Elle a déjà commencé à travailler pour ça. Ça, c'est trop bien. Je vois mon ami Quentin qui, lui, a plein de projets très divers. Ma soeur qui est un peu plus extérieure, mais qui vient quand même nous aider. Ma pote Adé qui, elle, a aussi plein de beaux projets. Enfin, je veux dire, on les voit tous se développer individuellement. Et en fait, juste de se retrouver après pour nos projets individuels, bah après ça rend les choses beaucoup plus communes et c'est trop intéressant parce en fait, on sent qu'on avance chacun individuellement, mais tous ensemble aussi. C'est pas une course en fait. Et c'est ça qui est beau. Est-ce que tu as des recommandations? Des œuvres d'art, des livres, des films? Alors, en termes de films, moi je vais recommander la série Euphoria parce que j'adore. Enfin, l'esthétique du film, pour moi, c'est la meilleure œuvre en termes de série. Vraiment sur l'esthétique, sur la réalisation. Les gens apprécient pas forcément beaucoup de choses par rapport au scénario parce qu'il y a quand même certaines parties du scénar, certaines évolutions des personnages qui sont un peu mal faites, on va dire. Et ça, je peux comprendre. Mais en termes de réalisation, je conseillerais de fou Euphoria. Après, en termes de scénario, enfin, c'est les œuvres de Nolan, hein. Moi, je suis pas forcément très varié. Donc, il y a les œuvres de Nolan, les œuvres de Villeneuve aussi qui sont très belles. Après, en termes de livres, moi, je lis pas forcément beaucoup de livres. Enfin, je suis plus sur du recueil de poèmes, style Baudelaire, tout ça, j'adore. Et après, les livres, c'est plus des thrillers, style Franck Tilliez. Ça m'inspire beaucoup dans l'écriture, dans la manière d'aborder les personnages, parce que ça reste quand même des thrillers, donc des livres policiers, donc c'est très marqué. Mais il a une écriture dans le dialogue qui est très franche, qui est très bien faite, c'est très naturel. Et ça m'inspire aussi beaucoup. Après, en termes de série, il y a aussi Normal People, qui est une très belle série. C'est magnifique. Et là, actuellement, je suis en train de la regarder pour m'inspirer, pour justement faire mon court-métrage sur les sentiments, sur l'amour, tout ça. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. Donc voilà, si vous voulez découvrir les films de Cible, ce projet, n'hésitez pas à suivre sur YouTube Dynastia Film ou sur Instagram. Et je te souhaite vraiment beaucoup de belles choses pour la suite parce que ça fait 2 ans environ que j'ai eu dire de toi et je te vois évoluer, je trouve ça trop chouette. Donc C'est très gentil, plein de merci. belles choses à toi, Alix. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast. J'espère qu'il fera un bout de chemin avec vous. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et en attendant, n'hésitez pas à aller suivre le podcast sur Instagram @jardin d'automne et à y laisser vos retours. À bientôt!